Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, se fondant sur les prescriptions du GIEC, le monde politique et médiatique a établi, sans que la contestation soit possible, que la planète est entrée dans une phase de réchauffement sans précédent, pouvant entraîner une hausse de la température moyenne comprise entre 1,8 degrés et 4 degrés d'ici 2100, ayant pour conséquence une élévation du niveau moyen des océans de 18 à 60 cm. Ces prévisions alarmistes, pour ne pas dire catastrophiques du GIEC, ont pour base le fait que le réchauffement est dû essentiellement à l'activité humaine et à la pollution qui en est le corollaire. De ce fait, l'homme est coupable de par son activité même, et tous ceux qui émettent des doutes sur la réalité ou l'origine de ce changement climatique sont aussitôt condamnés et leurs arguments disqualifiés. Ainsi, Aurélien Barraud, astrophysicien, les traite, je cite, de décérébrés, ou Claire Nauvian, journaliste et militante écologique, de fous et de malades. Le nouveau totalitarisme du XXIe siècle se met en place, il est interdit de douter. Y a-t-il dérèglement climatique catastrophique? Les scientifiques sont loin d'être unanimes. Benoît Ritaud, il est interdit de douter, vous voyez, j'en ai la preuve. Benoît Ritaud, mathématicien et président de l'association des climato-réalistes, rappelle que le GIEC est l'organisme officiel chargé de diffuser la bonne parole climatique selon l'a priori onusien que certaines activités humaines pourraient modifier le climat. Pourtant, une étude historique rapide démontre que le climat est par nature instable et qu'il n'a cessé de varier au cours de l'histoire. Ces variations ont été étudiées et parfaitement décrites par l'historien français Emmanuel Leroy-Ladurie dans son ouvrage « Histoire du climat depuis l'an 1000 », dans lequel il démontre qu'après un optimum climatique entre les XIe et XIIIe siècles, où les températures étaient semblables à celles d'aujourd'hui, une baisse a eu lieu dès le XIVe jusqu'au milieu du XIXe siècle, période connue sous le nom de petit âge glaciaire. Celui-ci est caractérisé par des hivers plus longs et rigoureux et une avancée des glaciers dont le recul était assez net à l'époque médiévale. Et à l'inverse, depuis le dernier tiers du XIXe siècle, la température moyenne remonte progressivement de 1 degré depuis 1900, selon le Hadley Center britannique, mais le GIEC évite soigneusement de rappeler que 60% de cette hausse s'est faite entre 1910 et 1945, alors que les émissions de CO2 étaient de 6 à 10 fois inférieures à ce qu'elles sont aujourd'hui, car ce serait reconnaître une hausse essentiellement naturelle. Enfin, rappelons que depuis 1945, la température est seulement montée de 0,4 degrés en 3/4 de siècle. Le terme Groenland, du reste, donné par les Vikings à la terre qu'ils venaient de découvrir, signifie terre verte et laisse entendre que l'actuel Groenland était une terre parfaitement cultivable et non recouverte de glace. Le niveau marin, enfin, augmente toujours à peu près au même rythme, modeste d'il y a un siècle, avant nos émissions massives de gaz à effet de serre. Ainsi, la hausse moyenne du niveau des océans mesurée par les centaines de marégraphes installés sur les côtes du monde, certains depuis plus d'un siècle, est de 1 mm par an, soit une hausse de 8 cm d'ici la fin du siècle. On est loin des prévisions du GIEC, ou même, et on l'a entendu, de l'étiage d'1 mètre ou 2 entendu par-ci par-là. Quant au gaz carbonique, il faut garder raison, qui favorise la photosynthèse, il a augmenté en à peine 30 ans la surface verte de notre planète de 18 millions de kilomètres carrés, soit plus que la surface du Sahara ou plus de 33 fois la surface de la France. Le réchauffement peut donc avoir aussi, et ainsi que le défendent de nombreux scientifiques du monde entier, interdit aujourd'hui de débat, un grand nombre de causes naturelles, telles que l'évolution de l'activité volcanologique, le rapprochement ou l'éloignement des orbites solaires et terrestres ou la variabilité de l'activité solaire, selon le géophysicien, membre de l'Académie des sciences, spécialiste du magnétisme terrestre, Vincent Courtillot. De même, des centaines de scientifiques russes, américains ou européens ont mis en garde contre les analyses du GIEC.
Devant une telle incertitude, et nous ne condamnons personne quant aux causes de l'actuel réchauffement, il serait plus prudent de ne pas tirer des conséquences hâtives, sauf à vouloir changer radicalement nos modes de vie selon les préceptes d'une écologie punitive. Si l'homme, dans une faible mesure, a un impact sur le climat, des solutions de bon sens peuvent alors être mises en œuvre. La première d'entre elles est de décarboner notre modèle de développement en refusant de signer des traités de libre-échange que l'Europe impose, c'est-à-dire importer des produits agricoles détaxés qui ont des normes environnementales, sociales et sanitaires bien moindres que les nôtres, à l'image du traité du Mercosur. Soit, je le précise, 99 000 tonnes de viande brésilienne piquée aux hormones, aux extenseurs de croissance, aux antibiotiques et nourris aux OGM. C'est le ministre brésilien de l'Agriculture qui, l'année dernière, nous l'a précisé devant nos questions pressantes. J'étais alors dans la délégation de la Commission agricole du Parlement européen qui a été reçue et a constaté sur place la teneur de ce traité. La FNSEA a calculé du reste que 28 000 exploitations agricoles bovines disparaîtraient dans notre pays par la signature de ce traité ou accord de libre-échange. On fait ainsi crever notre agriculture. Décarboner, c'est instituer le localisme et les circuits courts qui d'abord permettront à nos territoires ruraux, oubliés de la République, de survivre. C'est de conserver le nucléaire. Cette technique, certes, n'est pas parfaite, mais elle a fait ses preuves en produisant depuis des décennies une électricité fiable, bon marché et qui n'émet pas de CO2. La loi de transition énergétique demande pourtant qu'on réduise fortement cette énergie au profit d'alternatives très onéreuses et qui posent des problèmes environnementaux considérables, tant avec les dizaines de tonnes de béton du socle d'une seule éolienne ou du non-retraitement des panneaux photovoltaïques fabriqués en Chine ou en Allemagne principalement et que les élus verts veulent installer par centaines sur le territoire régional. Je rappellerai qu'à coût de milliards d'euros dans le pays, 14 500 d'entre elles seront à démanteler d'ici 2050 au coût exorbitant de 600 000 € chacune, selon les dires de Nicolas Hulot. Décarboner, ce n'est pas suivre le modèle allemand, qui rejette 2 fois plus de CO2 que nous, avec la réouverture des mines de charbon, soit 62% de combustibles fossiles de ce pays, et nous, 9%. Tout ceci sous la pression des Grünen. L'Allemagne paie de plus son électricité 2 fois plus cher, et elle nous achète cyniquement notre électricité nucléaire et implante de plus à son profit des usines à charbon et à lignite dans les Balkans. Bref, vous le comprendrez, l'écologie est une chose trop sérieuse pour être laissée au vert. Ce que nous proposons est simple. Il faut décarboner les transports et le thermique qui représentent 60% de la consommation d'énergie française. Soutenir et accélérer la recherche, pour des moyens de transport, trains et poids lourds à l'hydrogène. Relier les villes moyennes de notre région avec des cadencements plus fréquents de TER. Optimiser nos installations hydrauliques efficaces, moyen de stocker l'énergie, c'est le principe des STEP. L'agriculture durable, c'est interdire les fermes-usines, les OGM, les pesticides, notamment dans nos vignes, certes, ou le glyphosate, mais quand on aura trouvé son remplaçant. Développer la séquestration du carbone dans nos forêts en favorisant leur culture et en préservant de la pression immobilière les terres agricoles et surtout assurer la traçabilité totale des produits. Néoterra prétend réduire les émissions de carbone de Nouvelle-Aquitaine de 30% et souhaite développer les circuits courts. Oui, cette idée n'est pas mauvaise, mais dans le même temps, rien n'est fait pour freiner le mondialisme économique et la dérégulation des marchés. Dès que le RN émet la possibilité d'ériger des barrières douanières, il nous est répondu que c'est impossible, car contraire aux lois du marché et de plus nuisible à notre économie.
Néoterra vante à juste titre la qualité, c'est vrai, de notre agriculture régionale et souhaite voir le bio se développer, oui. Mais alors soyons logiques et employons tous les moyens pour que la France ne ratifie pas le traité avec le Mercosur. Je rappellerai que ma collègue, Madame Requena, elle n'a pas parlé autant. A parlé 12 minutes 45. Alors, s'il vous plaît, voilà. Nous espérons que la majorité régionale saura mettre ses actes en accord avec ses paroles et qu'elle pèsera de tout son poids pour que la France ne ratifie pas cet accord. Nous présenterons dans ce sens une motion en fin de plénière. De même, le système économique actuel a délocalisé en Asie l'essentiel de la production industrielle mondiale, acheminée dans le monde entier par une flotte de près de 90 000 navires porte-conteneurs. Or, un seul des plus gros de ces navires pollue autant, je cite, que 5 000 voitures. La flotte mondiale pollue donc autant que plusieurs millions de véhicules. Il est bon de rappeler que la France, et plus globalement les pays d'Europe, sont parmi les moins pollueurs de la planète, en raison notamment de leur très faible poids démographique par rapport aux géants pollueurs que sont la Chine, l'Inde ou les États-Unis. Alors, le Rassemblement national est le plus cohérent dans ses propositions écologiques. Nous sommes les tenants d'un monde enraciné et organique pour qui le respect du vivant dès sa conception est un principe intangible. À l'inverse du matérialisme libéral ou socialiste qui ne voit l'homme et la création que selon un principe utilitaire. Nous considérons l'homme comme le sommet de la création et par essence responsable de celle-ci. Nous sommes donc opposés à la vision écologique qui tient l'homme pour un ennemi de la nature. Nous défendons un projet écologique intégral dans lequel le respect de la biodiversité n'est pas un vain mot et qui s'applique aussi aux hommes, dont notre opposition à l'immigration de masse qui engendre à terme la désintégration sociale ou la disparition des pays. De même, sommes-nous pour une véritable écologie qui traite les causes au lieu de s'attaquer aux conséquences. Nous dénonçons les méfaits du mondialisme et du libre-échangisme, véritable aberration économique et écologique qui consiste à faire fabriquer à l'autre bout du monde des produits que nous pourrions produire en Europe et en France. Nous défendons enfin une agriculture traditionnelle et raisonnée, dont l'exploitation familiale est le cœur, une agriculture dans laquelle le paysan a retrouvé la première place et dans laquelle il peut vivre dignement de son activité. L'agriculteur n'est pas un pollueur comme le dénoncent trop souvent les Verts. Plus exactement, avec la politique des quotas et l'industrialisation forcée de l'agriculture depuis les années 60, on l'a forcé à devenir pollueur. C'était ça où il disparaissait. Nous défendons enfin le modèle du petit commerce face à la grande surface que droite et gauche confondues ont imposé dans les années 50 et 60, faisant naître au passage du reste le premier mouvement de révolte d'après-guerre, le poujadisme, comme aujourd'hui les Gilets jaunes. Enfin, nous considérons que l'écologie est une affaire de bon sens de ne pas gaspiller, bon sens d'entretenir et de prendre soin de la terre que l'on a reçue en héritage. Je vous remercie.